Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire. Forme d'esclavage au Niger, la Wahaya ou cinquième épouse, tous les contours de ce phénomène au centre d'une conférence publique organisée ce matin par l'Agence nationale de lutte contre la traite de personnes. Demain, 27 septembre 2014, c'est la journée mondiale du tourisme. À cette occasion, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a livré un message que vous suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information, deuxième édition de la journée de mobilisation contre la traite des personnes. C'est pour ce dimanche 28 septembre 2014. En levée de rideau, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé ce matin une conférence publique à l'université Abdoumouni Diofou de Niamey sur le thème Wahaya ou cinquième épouse, acte religieux ou pratique coutumière, une activité qui a enregistré la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux et de plusieurs invités. La synthèse de cette conférence publique avec nos reporters Abdourazak Idrissa et Aboubakar Souley. Pour animer la conférence, un prédicateur, un avocat et un magistrat, chacun pour dire la position de sa spécialité sur la question de la Wahia ou cinquième épouse. Le choix du thème lui-même n'est pas fortuit. L'agence forme les forces de défense et de sécurité et les magistrats. Des discussions houleuses tournent autour du statut juridique des enfants et du statut de la femme elle-même. Cinquième épouse, est-ce que c'est toléré par le code pénal? Cinquième épouse, est-ce que c'est toléré par l'islam ou bien est-ce une simple pratique coutumière? Étant donné que les forces de défense et les magistrats sont divisés sur la question pour poursuivre l'infraction parce que certains pensent que c'est religieux, est-ce qu'il faut s'attaquer aux pratiques religieuses? Nous avons choisi d'inviter 3 experts en la matière. Un marabout pour nous édifier, un avocat pour se pencher sur le côté coutumier et un magistrat pour nous parler du statut de la femme Wahia. Est-ce que c'est une infraction pénale pour laquelle les forces de défense et de sécurité devraient poursuivre les auteurs? Là, on sera édifié. La conférence a enregistré une forte mobilisation comme pour répondre à l'appel de l'autorité. Toutes les Nigériennes et tous les Nigériens doivent se mobiliser contre la traite des personnes sous toutes ses formes. C'est pour concrétiser cette idée que l'an passé, au nom du gouvernement, je prenais l'engagement que la journée du 28 septembre sera instituée journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. Au cours de cette journée, les Nigériens et leurs partenaires techniques et financiers se rencontreront autour de plusieurs activités entrant dans le cadre de la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui, je constate avec satisfaction que cette idée se réalise par la tenue de conférences et débats articulés autour du phénomène de la traite des personnes. D'autres activités sont prévues dans le cadre de cette journée jusqu'au 28 septembre. L'année prochaine, l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes voudrait bien voir cette journée institutionnalisée. Le tourisme et le développement communautaire, c'est le thème de l'édition 2014 de la journée mondiale du tourisme qui sera célébrée demain 27 septembre 2014. Dans le message qu'elle a livré aujourd'hui, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a demandé aux professionnels du secteur, aux autorités municipales, à la population de se mobiliser pour l'avènement d'un tourisme responsable, accessible à tous. Madame Yahya Hawabare, elle est ministre du Tourisme. Par la grâce d'Allah, le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer ce 27 septembre 2014 la 35e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée sous le thème « Le tourisme et le développement communautaire ». Cette journée qui met le tourisme à l'honneur est une occasion exceptionnelle pour sensibiliser la communauté nationale et internationale à l'importance du tourisme et de mieux faire connaître son rôle social, culturel, politique et économique afin de relever les défis mondiaux pressants d'aujourd'hui. Le thème de cette année souligne que les possibilités offertes par le tourisme aux communautés du monde entier ainsi que le rôle joué par celle-ci
dans le développement d'un tourisme durable. Ce thème de la Journée mondiale du tourisme tombe à point pour alimenter le débat sur la contribution du tourisme aux objectifs du développement durable, le programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015 qui accorde une grande priorité à la participation locale. La Journée mondiale 2014 entend attirer plus particulièrement l'attention sur le rôle du tourisme au service du développement communautaire, une des composantes d'un avenir plus durable pour tous. Comme l'a affirmé le secrétaire général de l'OMT, M. Taleb Rifai, dans son message officiel pour la Journée mondiale du tourisme, je cite, « Chaque fois que nous partons en voyage, que nous prenons un taxi sur le lieu de destination ou que nous achetons des produits d'origine locale sur un marché de petits producteurs, nous contribuons à une longue chaîne de valeur qui crée les emplois, assure des moyens de subsistance, renforce les capacités d'intervention des communautés locales et en fin de compte ouvre de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur. Le tourisme ne peut prospérer que s'il mobilise la population locale en contribuant à des valeurs sociales telles que la participation, l'éducation et l'amélioration de la gouvernance locale. Parallèlement, on ne peut parler de développement touristique véritable si celui-ci met à mal, d'une façon ou d'une autre, les valeurs et la culture des communautés d'accueil, aussi les avantages socio-économiques apportés par le secteur du tourisme ne se propagent pas jusqu'au niveau communautaire. » Fin de citation. Sachant que les arrivées de touristes internationaux ont atteint le chiffre record du 1,3 milliard en 2013, le moment est venu de s'engager en faveur d'un secteur touristique plus durable afin de protéger notre avenir commun et de promouvoir le développement des communautés locales par le tourisme. Le tourisme, dont le triptyque est paix, culture, développement, est une activité économique reposant sur les personnes et sur l'interaction sociale et se présente sous diverses formes. Ainsi, les projets de tourisme communautaire qui existent à travers le monde ont permis de démontrer que le secteur apporte des solutions rationnelles aux problèmes de développement socio-économique des zones touristiques au bénéfice des populations locales. Pour preuve, l'écotourisme, cette forme de tourisme qui apporte des retombées bénéfiques certaines aux communautés locales, constitue un véritable instrument pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Au Niger, la pratique de l'écotourisme dans les zones du parc du W, des girafes de Kouré, des hippopotames d'Aïrou et la réserve nationale naturelle de l'Aïre du Ténéré a permis l'amélioration du niveau de vie des populations locales, la création de nombreux emplois, la création de petites et moyennes entreprises liées au tourisme, l'apport de ressources diverses aux régions concernées et enfin la contribution sensible à la stabilité sociale. Les autorités de la 7e République accordent une place importante au tourisme qui va désormais jouer le rôle qui est le sien. Cette volonté politique est clairement ressortie dans les différents documents d'orientation nationale. Dans cette optique, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation des Nations unies recommandent aux différents États de promouvoir l'écotourisme aux fins de l'élimination de la pauvreté, de la protection de l'environnement et de veiller à une bonne gouvernance du tourisme durable. Mesdames, Messieurs, chers professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, le 35e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme me donne l'occasion de demander aux professionnels du secteur, aux autorités municipales et à la population de se mobiliser pour l'avènement d'un tourisme responsable, accessible à tous et soucieux du développement des communautés des zones d'activité concernées. Face à la responsabilité qui leur incombe, j'invite chacun d'entre vous à développer le tourisme intérieur pour faire découvrir les merveilles touristiques de notre pays. Pour l'heure, mon département ministériel s'attelle à la poursuite de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement économique et social et du plan d'action du ministère du Tourisme et de l'Artisanat 2011-2015, basé sur le contenu de la déclaration de politique générale de son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Vive le tourisme, facteur de développement communautaire. Vive le Niger. Je vous remercie. La suite de ce journal, le président de la Commission nationale organisation des examens en santé a procédé cet après-midi
à la proclamation des résultats globaux de l'examen unique de certification en santé session 2014. Sur 1926 candidats autorisés aux épreuves théoriques et pratiques de cet examen, 1885 se sont présentés aux épreuves, 1744 sont admis et 541 ont échoué. Précision avec Idrissa Mega Mamadou, il est le président de la Commission nationale organisation des examens en santé. Ces différents résultats sont répartis par centre ainsi qu'il suit. Centre d'Agadez. Sur 69 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on relève 67 admis, soit un taux de réussite de 97,10%. Centre de Difa. Sur 10 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 10 candidats admis, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Dosso. Sur 31 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 30 candidats admis, soit un taux de réussite de 96,77%. Centre de Maradi. Sur 181 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 90,06%, dont agents de santé de base, 144 candidats admis sur 146 présentés, soit un taux de réussite de 95,89%. Infirmiers diplômés d'État, 22 candidats admis sur 30 présentés, soit un taux de réussite de 64,71%. Sage-femme diplômée d'État, une candidate admise sur une présentée, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Niamey. Sur 1084 candidats présentés, on note un taux de réussite de 92,62%, dont agents de santé de base, 693 candidats admis sur 745 présentés, soit un taux de réussite de 93,02%. Infirmiers diplômés d'État, 172 candidats admis sur 196 présentés, soit un taux de réussite de 87,76%. Sage-femme diplômée d'État, 83 candidates admises sur 87 présentées, soit un taux de réussite de 95,40%. Technicien de développement social, 13 candidats admis sur 13 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Technicien de laboratoire, 43 candidats admis sur 43 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Tawa. Sur 72 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 98,61%, dont agents de santé de base, 59 candidats admis sur 59 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Infirmiers diplômés d'État, 12 candidats admis sur 13 présentés, soit un taux de réussite de 92,31%. Centre de Tilaberi, sur 15 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 15 candidats admis, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Zender, sur 423 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 90,78%, dont agents de santé de base, 283 candidats admis sur 317 présentés, soit un taux de réussite de 89,27%. L'actualité au plan politique, le CDS RAM a désormais un nouveau président, Abdoul Labo, dont le ministère de l'Intérieur a légalisé dans une lettre en date du 23 septembre 2014. Après la réaction du camp de Abdoul Labo que vous avez suivi hier, suivons celle aujourd'hui de Mohamed Ousmane par le biais de Mahamadou Noureddine, il est le président des jeunes CDS RAM. Pour nous, ça c'est sans objet. Parce que si vous prenez dans l'histoire des partis politiques,
à part le premier jour où vous déposez votre dossier au ministère de l'Intérieur, où on vous donne le quitus, le ministère n'a pas besoin de prendre acte des congrès parce que ce n'est pas lui qui valide les congrès. Voilà. Et si vous avez bien écouté, il y a notre avocat conseil qui avait intervenu quelques jours avant. Il a fait savoir à la population, au peuple, qu'une lettre a été adressée au ministre de l'Intérieur pour le mettre en garde par rapport aux agissements d'un groupuscule d'individus qui cherchent à déstabiliser notre parti. Donc bon, ça c'est une mesure conservatoire. Dans tous les cas, nous sommes devant les tribunaux et qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui l'a bel et bien spécifié qu'une décision de justice ne peut avoir la force de la chose jugée quand toutes les voies de recours sont épuisées. Donc bon, maintenant on attend. Est-ce qu'on peut prendre un acte devant un problème par rapport à un problème qui est devant les juridictions compétentes? Justement, il suffit seulement de regarder. Ce rassemblement a été fait pour cela, c'est-à-dire dans le but de, comme l'a dit celui qui a lu les conclusions du rassemblement ou du regroupement, c'est d'amener le CDS Rahama dans les girons du pouvoir. En réalité, voilà pourquoi c'était arrangé, c'était programmé. C'est un complot, tout le monde le sait. Voilà. Et au-delà du CDS Rahama, c'est pratiquement tous les partis de l'opposition, y compris même ceux du pouvoir qui sont en train de vivre ces cas. L'histoire de la démocratie nigérienne n'a jamais vécu ce genre de choses. En réalité, c'est quoi un parti politique national? C'est une association qui regroupe tous les militants qui ont adhéré et qui sont organisés selon leur lieu de résidence. Par exemple, il y a des DR, il y a des DD, il y a des DC, c'est qu'on appelle délégation communale. Mais tout ça là, aujourd'hui, si des individus se sont regroupés au niveau de Niamey pour faire leur blabla, mais dans quel but? Pour retourner et parler à qui? Toute la question est là. Nous sommes avec notre base. Nous, on a nos sièges au niveau des différentes régions. On a nos structures au niveau des différentes régions. On a nos structures au niveau des différentes communes qui sont dirigées par les bureaux que lui-même est coiffé par une assemblée générale. Alors, maintenant, ces gens-là ne vous ont pas mandaté. Vous êtes venus, vous avez parlé à votre nom. Vous retenez pour le dire quoi? Pendant ce temps, le Conseil national de dialogue politique CNDP s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini. À l'ordre du jour, la désignation du secrétaire permanent de la CENI, ses 2 adjoints, et le fonctionnement du comité chargé du fichier biométrique. Un comité d'ailleurs dont l'opposition a décidé de réintégrer après un boycott. Explication avec Hussein Salatou, il est le président du parti Labizé donc qui est un parti membre de l'opposition. Ce point était important pour l'opposition parce que vous savez que quand il n'y a pas de fichier, on ne peut pas parler d'élection. Mais le fichier doit être un fichier consensuel, c'est-à-dire que le résultat, les travaux qui seront issus du fichier engagent toute la classe politique. Or, il se trouve que voilà pratiquement 2 mois que le comité là a été installé, mais les représentants de l'opposition se sont retirés de ce comité-là. Ce qui fait qu'ils ne participent plus aux travaux du comité. Et la raison, elle est justifiée. En effet, lors de l'adoption du règlement intérieur, la plénière ne s'était pas entendue sur un article, l'article 9. D'abord, il y a eu une première réunion, au cours de laquelle, en ce qui concerne le vote, il était convenu que le vote doit être fait par consensus. À défaut de consensus, que c'est le bureau du comité du fichier électoral biométrique qui va trancher. Malheureusement, 3 jours après, lorsque les membres du fichier du comité sont revenus pour adopter le texte final, un certain nombre de personnes sont revenues là-dessus, notamment les représentants de la majorité et les représentants de l'administration pour dire que non, il n'est pas question, tout le monde doit voter. Les représentants de l'opposition ont justifié le fait que l'administration, les représentants de l'administration doivent pas voter parce que c'est une tradition. Que ce soit les anciens fichiers, que ce soit la CENI, partout, seuls les représentants des partis politiques votent et les représentants de l'État ainsi que celui de la promotion des associations de promotion des droits de l'homme. Je ne sais pas pourquoi cette année il faudrait que la donne change.
nos amis ont dit qu'il y a eu un premier consensus, à savoir que c'est les décisions doivent être prises par consensus. À défaut du consensus, le bureau tranche. On ne sait pas pourquoi on est revenu sur la décision. Et face à cette mascarade, nos représentants ont décidé de se retirer. Et depuis qu'ils se sont retirés, le comité a continué à travailler comme si rien n'était. Cela voudrait dire que, dans l'entendement de certains, seuls les représentants de l'administration et la majorité des représentants de l'administration vont élaborer le fichier. Vous conviendrez avec nous que cela ne tient pas la route. Donc, cela fait 2 mois que le comité travaille de ces conditions et nous avons décidé d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Hier, cela a été discuté en présence des membres du bureau du comité du fichier électoral biométrique et la conclusion, l'appel a été fait à ce que toutes les décisions soient prises par consensus. Parce que c'est l'élément de consensus qui caractérise même le CNDP. Et il n'y a pas de raison que l'élément du consensus ne prévale pas au niveau du comité du fichier. L'argument qui nous a été avancé, c'est que le comité était comité technique et le comité était comité autonome. Technique sur la base de quoi? Tous les comités de fichier sont des comités techniques. Mais il faut reconnaître que c'est des comités qui vont vers des aspirations politiques. Parce que ça parle d'élections. Et ce sont les partis politiques qui font des élections. Deuxièmement, en ce qui concerne l'autonomie, ce comité a été mis en place par le CNDP, en vertu de quoi le CNDP ne peut pas avoir un regard par rapport aux travaux du comité. Certes, il y a le Conseil national du fichier électoral biométrique, qui est l'instance politique. Mais en attendant que ce comité-là soit mis en place, il est nécessaire que ce travaux-là, le Conseil national du dialogue politique, ait un regard sur ce qui est en train de se passer. Nous pensons que par rapport à ce point, un appel a été lancé, et aussi bien à l'endroit de tous les membres du comité pour que le consensus prévale, mais aussi à l'endroit de l'opposition pour que l'opposition regagne les places. Nous avons demandé à nos amis de l'opposition, à nos représentants de regagner le comité, mais sur la base que les décisions vont être prises par consensus et il n'y a pas de raison que l'administration se mêle de ce qui la regarde. Fin hier de l'atelier de validation de la politique nationale de justice et droits humains et de son plan d'action décennal, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Le compte rendu avec Omar Issouf. Après des travaux en plénière et en commission, enfin, les participants à l'atelier de validation de la politique nationale de justice et droits humains et de son plan d'action décennal parviennent à valider le document. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées. Les participants à l'atelier recommandent au gouvernement de majorer substantiellement le budget alloué au ministère de la Justice afin de pouvoir faire face aux coûts prévisionnels annuels du plan d'action décennal de la politique nationale de justice et droits humains. À l'endroit des PTF, les participants lancent un appel aux partenaires techniques et financiers pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique. Le ministre garde des Sceaux qui a assisté aux travaux témoigne de l'abnégation avec laquelle les participants ont fait montre le long des débats. Vos conclusions ont largement répondu aux attentes que j'exprimais dans mon allocution d'ouverture, c'est-à-dire doter notre pays d'une politique nationale de justice et droits humains et d'un plan d'action pour sa mise en œuvre sur une période de 10 ans pour un budget prévisionnel supportable pour notre pays et ses partenaires. Vos travaux ont débouché sur les principaux axes ci-après, tous articulés autour de l'urgence à donner à notre pays l'ensemble des moyens lui permettant d'administrer une justice crédible et accessible. Ces moyens sont des infrastructures et équipements adéquats, des institutions et textes appropriés, des ressources humaines diversifiées en quantité et en qualité conformes aux normes internationales. Je tiens à saluer l'engagement sans faille de chacun de vous et la mobilisation exemplaire de tous les participants à l'atelier qui ont consacré leur temps et leurs compétences en vue de l'adoption de ces documents précieux pour l'avenir de notre pays. Ce document est le fruit des États généraux de la justice du novembre 2012 dernier. Les 17 membres que compose le comité chargé de suivi des conclusions et recommandations des États généraux de la justice et les autres participants à l'atelier ont atteint l'objectif voulu. Reste maintenant à soumettre l'outil authentique de justice à l'État pour qu'il en fasse sien.
Retour à l'actualité politique avec cette déclaration cet après-midi au siège de Lumana Gawai de la jeunesse du modèle FA Lumana Africa du 5e arrondissement en vue d'examiner la situation sociopolitique, le harcèlement selon eux par le pouvoir de leur leader Hamamadou, de ses collaborateurs, de sa famille et des militants du parti. Ainsi, pour la seule période allant du mois de septembre 2013 à ce mois de septembre 2014, ce sont plus de 25 cas d'harcèlement que les militants et les observateurs de la scène politique nigérienne ont comptabilisé. Les preuves les plus irréfutables de harcèlement dont sont victimes notre président du parti, son Excellence Hama Amadou, et ses proches sont entre autres et pour mémoire. Le 2 septembre 2013, interpellation de l'honorable Diafor Moumouni, député national du groupe parlementaire Modèle FA Lumana Africa. Le 22 septembre 2013, sur RFI, le sieur Hassoumi Massaoudou, ministre de l'Intérieur et secrétaire général du parti présidentiel PNDS Taraya, affirme à propos des leaders de l'opposition et de son Excellence Hama Amadou en particulier qu'ils seront isolés et traités comme tels. Le 23 septembre 2013, dépôt de motion de défiance contre le maire élu de la ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, mais en vain, échec. Le 30 septembre 2013, limogeage du président du conseil de la ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, par décret pris en conseil des ministres, violant ainsi la souveraineté du peuple. Le 6 octobre 2013, la réduction drastique de la garde rapprochée de son Excellence Hama Amadou. La nuit du 16 au 17 février 2014, tir d'armes à feu à la résidence de son Excellence Hama Amadou. Le 19 avril 2014, point de presse du député Ben Omar, au cours duquel il annonce que leur seul objectif est de débarquer le président de l'Assemblée nationale de son perchoir, du seul fait qu'il est un opposant. Le 23 avril 2014, le MDL, chef Alassa Abdoulaye, de la garde rapprochée de son Excellence Hama Amadou, a été interpellé et mis aux arrêts à la prison civile de Niamey. Le 2 mai 2014, retrait par le ministre de l'Intérieur de l'ensemble des agents qui composaient la garde rapprochée de son Excellence Hama Amadou. Le 5 mai 2014, l'aide d'Ikan de la deuxième personnalité du pays, son Excellence Hama Amadou, était à son tour relevé de ses fonctions par décret 2014-338 PRN MNDN du 5 mai 2014 sans être remplacé. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2014, prétendue attaque du domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale et la prétendue incendie volontaire du siège du parti présidentiel, le PNS Taraya, suivi d'une vague d'arrestations d'une quarantaine de militants du modèle FA Lumana, parmi lesquels des responsables Soumana Sanda, Abdurrahman Seydou, Oumar Moumouni Dogari, Karamoulaye, le fils du président du parti Ismaël Hama Amadou, ainsi que des enfants de 16 à 19 ans qui ont été gardés à vue pendant 2 semaines à la police judiciaire sous le fallacieux chef d'accusation, association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste. Le 22 mai 2014, convocation et tentative d'arrestation en pleine session parlementaire par la police de 3 députés du groupe parlementaire du modèle FA Lumana en violation flagrante des dispositions constitutionnelles en vigueur. Le 6 juin 2014, déportation de 5 des 6 détenus dans les prisons de Saï, Daïkaina, Tileberi, Walam, Filingue, à l'issue du juge d'instruction en charge du dossier. Et tout récemment, l'autorisation de l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, par le bureau incomplet de l'Assemblée nationale, en dehors de tout respect des dispositions constitutionnelles. Militantes et militants, considérant la tentative de déstabilisation des partis politiques et du modèle FA Lumana en particulier par le régime du Gouri système. Considérant que le gouvernement continue de tout faire pour instrumentaliser l'appareil judiciaire à dessein de se maintenir au pouvoir. Considérant la caporalisation absolue des médias publics par le gouvernement. Nous, jeunesse du modèle FA Lumana Africa, au respect strict
de l'état de droit et à la préservation du cadre démocratique chèrement acquis. Mettons en garde les sans-foi ni loi du Gouri système aux intestins fragiles contre toute atteinte à l'honneur et à la dignité de son Excellence Hama Amadou, deuxième personnalité de la République. Marquant notre attachement profond à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Dénonçons et refusons fermement la volonté du pouvoir à instaurer coûte que coûte une pensée unique au Niger. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence Hama Amadou et le félicitons pour toutes les qualités d'homme d'État. Et enfin, exhortons toutes les militantes et militants de se mobiliser pour la préservation du cadre démocratique et l'état de droit avec à la clé une victoire aux élections générales en 2016. Inch'Allah. Du sport, enfin, dans ce journal, Balkissa Abdoulaye, vainqueur du semi-marathon d'athlétisme de Marseille, donc, a reçu hier un cadeau de la Nitra qui a décidé de la recruter, une source de motivation pour cette jeune athlète qui honore les couleurs nationales malgré l'insuffisance des moyens de préparation. Après son exploit en France, occupant la première place du semi-marathon de Marseille, l'athlète Balkissa Abdoulaye mérite des encouragements. Et c'est pourquoi l'ANITRA a vu juste en décidant de soutenir cette jeune athlète actuellement au sommet de sa forme. L'ANITRA a décidé de la recruter, accompagnée d'une somme de 150 000 francs CFA pour parachever ses études en transit. Un geste salué à juste valeur par le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme. C'est pour une première fois qu'un directeur général d'une société nigérienne appelle un athlète nigérien avec la Fédération nigérienne d'athlétisme. Un athlète nigérien, dis-je, une championne qui a remporté le semi-marathon de Marseille pour lui offrir un emploi. Ça, c'est une première, si je peux le dire, de l'histoire du Niger. Et nous sommes aujourd'hui en face de l'œuvre d'un compatriote. Pas d'un compatriote, mais d'un patriote, je veux dire. Parce que pour qu'il y ait les spontanéités, pour appeler le ministre, pour dire au ministre qu'il l'accompagne dans l'entreprise d'aider Balkissa avec le paiement de ses bourses et lui offre un emploi. Et je pense que c'est inédit dans l'histoire du Niger et l'histoire de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Bien au parfum de la fin de carrière difficile des sportifs qui ont hissé les couleurs nationales, le directeur général de la NITRA a félicité et encouragé l'athlète Balkissa Abdoulaye. Balkissa, vous appartenez à tout le monde, vous appartenez au Niger, vous nous appartenez. Et donc à partir d'hier, à partir de cet instant-là, nous avons décidé, nous, NITRA, de contribuer, de vous enlever de la tête cette idée après le sport-là. Qu'est-ce que je vais devenir? On a coutume de dire le sport ne nourrit pas son homme. Je pense que le sport d'élite doit nourrir désormais son homme. J'ai été encadreur, j'ai été dirigeant plutôt. Et souvent quand je croise les anciens joueurs de football que j'ai encadrés, j'ai honte. J'ai honte tout simplement par rapport à ceux qui sont devenus. Et je pense que des jeunes comme Baptiste, Monsieur le Président, et je pense que les Nigériens doivent faire en sorte, tous les responsables, tous les dirigeants, tous les opérateurs économiques qui sont soucieux du devenir de notre pays et de la jeunesse, il faudrait que dès qu'ils arrivent à ce stade-là, il faudrait leur enlever le stress de après le sport, qu'est-ce que je vais devenir. Il faudrait leur enlever de la tête, et eux et les parents, attention, le sport, ça n'est rien, après tu vas être ceci, cela, non. Si la NITRA offre un emploi à Abdoulaye Balkissa, vainqueur du semi-marathon de Marseille, cela doit interpeller d'autres sociétés à lui emboîter le pas pour rassurer les meilleurs ambassadeurs que le sport peut bel et bien nourrir son nom. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.